Villevortex. Bonjour. Bonjour. Alors tu as écrit Sous l'œil de Thorn. Oui, c'est ça. Tu as répondu à l'appel à texte de 1000 saisons. En effet. Pour l'anthologie Du plomb à la lumière. Et tu as été sélectionné. Bravo. Merci, j'en suis ravi. Et est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle Alors, un petit peu pour l'histoire. Un petit peu, peut-être pas trop. Je te demande pas de dévoiler l'histoire, mais parler un peu du contexte, un petit peu, je dirais, son propos. D'accord. Alors, quand j'ai vu le sujet du plomb à la lumière, j'ai bien sûr tout de suite pensé à l'alchimie, puisque le plomb... Parce que tu es prof d'histoire, et que les profs d'histoire aiment bien justement se confronter au sujet, mais tu as changé, alors tu n'as pas choisi l'alchimie. Non, bien sûr, parce qu'en fait, en plus d'être professeur d'histoire, j'ai été de la pire sorte d'élèves qui soit, c'est-à-dire les bons élèves qui ne veulent pas rentrer dans le moule, et donc je me suis dit, je veux pas faire de l'alchimie, et donc je suis allé chercher exactement le terrain de jeu qui n'allait pas avec le sujet, en essayant tout de même d'y coller. Voilà. Et donc j'ai pris les symboles de l'alchimie et j'ai essayé de les exporter, disons, dans un endroit inattendu. Voilà. Alors, il ne faut pas que j'en dise trop, puisque un peu comme, le genre de la nouvelle est basé sur, en tout cas, de la façon dont je le conçois, est basé sur un espèce de faux semblant où on trompe un peu toujours le lecteur, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. T'en as peut-être trop dit maintenant en parlant de faux semblants. Donc ta nouvelle commence un peu dans une société un peu primitive, c'est ça, qui pourrait être une société un peu nomade, qui vit autour d'un clan, où la vie s'organise autour du clan. Oui, c'est ça. Je vais laisser le lecteur se faire son idée sur cette peuplade, mais j'ai toujours été un peu attiré par les sociétés proto-historiques, soyons pédants, c'est-à-dire les sociétés d'avant l'histoire où on ne sait pas trop qui ils étaient, comment ils pensaient. On peut vaguement imaginer qu'ils étaient animistes, qui vivaient finalement pas si différemment de nous, mais qu'à partir de leur environnement, leur imagination galopait. Et finalement, du coup, un homme de cette époque qui est peut-être plus proche de l'écrivain de fantasy, science-fiction, qu'un homme pressé. Oui, tu veux dire qu'en fait, la vie des hommes est tout de suite conditionnée par le climat, par ses conditions de vie, par ses pratiques nourricières. Oui, c'est vrai. Effectivement, je pense que l'environnement nécessairement influe sur l'homme, mais en fait l'homme le transforme aussi, c'est-à-dire qu'à partir d'un arbre, il va se construire tout un vaste délire. Déjà, quand on voit à quel point les religions d'aujourd'hui sont complètement délirantes, en tout cas c'est mon point de vue, je suis vraiment très curieux de savoir quelles ont pu être les religions de la préhistoire. À une époque où on était complètement dépassé partout, au moindre orage on avait peur, au moindre animal inconnu on se demandait d'où sortait cette bête, et forcément il faut une explication, parce que l'esprit humain cherche une explication, et s'il n'en a pas il va en inventer une. Et c'est le propre de l'homme, l'invention. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça qui me fascine. Les hommes préhistoriques qui ont dessiné les dessins à Lascaux, ils n'ont pas dessiné seulement des chevaux ou des buffles, ils ont dessiné des esprits, des ancêtres sous la peau des animaux qu'ils côtoyaient. Ils ont associé la force. Alors ça, là, je pars complètement dans l'hypothèse. Tout préhistorien qui nous regardera va certainement me lyncher, mais il y a beaucoup de préhistoriens qui ont écrit de la science-fiction, Francis Carzac, Rosniené. Je pense que c'était avant tout, ils sont tous partis aux sources. Pour inventer le futur, il faut souvent aller aux sources de l'homme. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ville ? Non, mais si, oui, tu as raison. En fait, d'autant plus que l'homme, entre guillemets, primitif, qui en fait n'a rien de primitif par rapport à nous, puisqu'il est généralement plus fort et plus inventif dans son milieu que l'écrivain de science-fiction fantasy, qui lui est assisté par toute la technologie
Mais effectivement, il est plus cru, il est plus découvert, cet homme. Et donc, il représente peut-être mieux la vérité de l'homme par rapport à nous qui sommes un peu engoncés dans notre vernis de civilisation. On n'arrive plus trop à distinguer qui on est. Mais finalement, en grattant un tout petit peu, on retrouve l'homme préhistorique. L'homme nu, en fait. L'homme nu face à sa conscience du monde. Ouais, c'est ça. Là, on emploie peut-être des termes un peu compliqués, mais c'est ça. Ouais, on est d'accord. Alors, tu as pour habitude d'écrire où et comment? Alors, je suis un peu un vagabond, c'est-à-dire que j'écris là où je peux écrire. En fait, très souvent, en fait, dès que j'ai un moment de libre, je pars de chez moi. Et je vais écrire dans l'endroit confortable, le plus accessible, qui se trouve souvent être, quand je suis à Lyon, un bar lyonnais. Voilà. Parce que tu peux manger des bonnes tartines. C'est ça, mais on vient d'en déguster. Oui, très bonne. Très bonne, il faut le dire. Sinon, quand je suis en voyage, j'écris. Alors ça, en fait, c'est ce que je préfère. C'est écrire quand je suis en voyage. Je suis parti avec un ami qui doit d'ailleurs me détester à l'heure actuelle, puisqu'en fait, on a passé tout notre voyage en Irlande à écrire. Et moi, j'écrivais sur une nouvelle qui se passait dans le bayou louisianais. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la Louisiane, n'est-ce pas? Donc, alors je sais pas si c'est mon bayou louisianais, donc de ma nouvelle, qui s'est teinté d'Irlande, ou l'Irlande qu'on voyageait qui s'est teintée de bayou, mais clairement cet ami s'est trouvé à voyager dans mon imaginaire, et des fois le raccord est un peu difficile à faire. On arrive dans un endroit, on voit l'Irlande, on la visite, et puis on embarque dans le bus, et là on est plus tout de suite dans la vase à lutter contre des caïmans. Alors comment être étranger à l'étranger? C'est ce que tu nous expliques? C'est ça, exactement. De toute façon là, c'est vrai que j'ai l'impression d'être étranger un peu partout, sauf à Lyon, où nous sommes d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que je n'habite pas à Lyon actuellement. Mais ma maison c'est Lyon, c'est-à-dire que quand je marche dans les rues de Lyon, c'est là où j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Tu es un globe-trotter lyonnais. C'est ça, ouais. Oui. Alors je suis un peu plus casanier maintenant, mais en fait c'est ma profession maintenant qui m'oblige à aller à droite à gauche, puisque le jeune enseignant hussard noir de la République est envoyé dans tous les endroits pour répandre la science de l'histoire, et aussi parfois un peu de propagande républicaine. Voilà. Ah, carrément de la propagande républicaine. Alors c'est-à-dire que je ne dis pas de façon négative, puisque je suis absolument républicain. Mais il faut être conscient, il faut en être conscient. C'est-à-dire que je pense effectivement que on a besoin des valeurs de la République et de les répandre, mais il faut être conscient que l'enseignement tel qu'on nous demande de le faire aujourd'hui, c'est aussi un peu de propagande. Surtout dans le domaine de l'histoire qui est si particulier, où on est censé être des scientifiques, mais en même temps, l'institution nous demande de faire passer des messages, clairement. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi, je pense que même c'est plus de propagande que d'histoire. À chaque enseignant de faire la part des choses et puis de faire au mieux. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc tu enseignes l'hypocrisie alors? L'hypocrisie, c'est la civilisation. On en revient à l'homme préhistorique. Oui, alors toi tu es en quête justement de vérité dans ta nouvelle. C'est vraiment la quête de ton personnage, c'est la quête de la vérité, la quête du savoir, parce qu'il a envie justement, il se rend compte que son clan, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il vit dans une hypocrisie, qu'il n'est pas à sa place, qu'il fait partie peut-être de ces 2% d'hommes du clan qui s'interrogent et qui l'amènent justement à partir du clan. Alors, de toute façon, personne n'est à sa place. Je pense sincèrement qu'un homme qui vit dans une société, il faut vraiment énormément de lavage de cerveau, ou alors peut-être de paresse
pour se sentir à sa place. En fait, quand on parle de société, on parle d'un agrégat de personnes qui ne se sentent pas à leur place. Et c'est souvent ça qui donne une société. C'est des désirs de changement, des ambitions, des intérêts contradictoires. On a forcément des personnes qui essayent d'en dominer d'autres. La société humaine de tout temps, je pense qu'elle a été très sale. Et mon personnage, je le vois pas forcément comme justement n'étant pas à sa place. Il se sent peut-être. Voilà. Donc un peu de thé sur cette table ne lui fera pas de mal. Hein. Le bois se nourrit de l'eau. Non, ça patine. Ça va la colorer. Non, mon personnage est à sa place. Lui, il se sent peut-être pas à sa place, mais il est tout à fait à sa place. Il remplit son rôle. Il est hypocrite, il est ambitieux, il est intolérant. Si je le connaissais, je pense que je ne l'aimerais pas. Et pourtant, il est moi. Non, c'est vrai qu'il n'est pas à sa place, mais en même temps, on a un rôle tout trouvé dans le clan pour lui. Oui, comme chacun d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre société, on est déterminé par énormément de choses, dont notre éducation et puis les desiderata de notre entourage, quel qu'il soit. Et on se retrouve à une place, et des fois on a envie d'aller au-delà, ou en tout cas d'exploser le moule un peu. Ça donne soit des ambitieux qui montent l'échelle sociale à la force de leurs bras et qui écrasent les autres, soit des marginaux qui se libèrent du carcan, ou qui essayent de s'en libérer, ou qui croient s'en libérer. C'est ce qu'on appelle le destin, non ? Alors si on le forge nous-mêmes, oui, mais c'est vrai que oui, je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que je suis pas trop du style à dire que oui, si on veut, on crée notre propre destin, etc. Non, on est déterminé par tellement de choses qu'on ne s'en rend pas compte. On peut se défaire des déterminismes dont on est conscient. Donc l'homme déterminé est conditionné. L'homme déterminé est conditionné. Après, c'est toujours très reposant de penser le contraire, hein. Et c'est aussi tranquillisant. Moi, je pense souvent le contraire. Si tu m'interroges dans une heure, je te dirai le contraire. D'accord ? Super. Et oui, enfin, moi je suis comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que quand je dis toujours et jamais, c'est un peu pour me donner une contenance, hein. En fait, c'est pas vrai du tout. Non, je pense que l'homme est pris du doute de sa liberté, et que justement, il ne pense qu'à une seule chose, c'est de la gagner. Enfin, c'est un peu un drame grec, c'est-à-dire qu'on n'y arrive jamais. Enfin, moi, je veux bien recevoir quelqu'un qui m'a, ou en tout cas lui parler, voir quelqu'un qui me dirait je suis libre. D'abord je rigolerais un peu, et puis si c'est vrai, j'essaierai d'être comme lui, mais je ne connais pas cette personne. Bah écoute, si on la rencontre, il faudrait qu'on lui demande la recette, en tout cas, hein, de la liberté. Donc pourquoi ne pas suivre l'exemple du héros de ma nouvelle ? Lui, il essaye d'être libre, peut-être y arrive-t-il à la fin ? Je crois pas, hein. Je ne pense pas. Peut-être qu'il est libre. En tout cas, peut-être. Donc tu écris dans les cafés. Alors oui, dans les cafés, dans les bus, aussi un peu chez moi. Le problème de chez moi, c'est que d'abord chez moi c'est assez changeant. Généralement c'est une pièce avec plein de cartons, en tout cas ces 5 dernières années, et que chez moi il y a plein de distractions. La différence entre l'homme qui écrit et l'homme qui n'écrit pas, c'est beaucoup de distractions. Et les distractions sont nombreuses et très intéressantes à notre époque. Tu écris souvent, longtemps, tu as des plages horaires, tu t'aménages du temps, ou c'est comme ça en fonction de ton temps libre ? Alors non, il faudrait que je me fixe des plages horaires. Le problème c'est que je ne m'y tiens jamais, hein, comme tout le monde. Tu es un homme libre ? Je suis un homme libre, malheureusement. Parce que si j'étais moins libre, mais je l'ai rencontré, l'homme libre, c'est moi. C'est fantastique, je n'ai plus qu'à faire un monologue. Enfin bon, du coup, non, je suis pas libre. Au contraire, je suis prisonnier de mes distractions, de mes déterminismes qui font que je n'écris pas, ou pas assez souvent. C'est-à-dire que tout d'un coup, je trouve ce film fantastique, ce livre grandiose, et du coup, j'ai envie de me concentrer sur autre chose. Alors, si tu gagnes la première saison, quel est ton projet littéraire donc dans cet univers sous l'œil de Thorne ? Alors, c'est un monde qui est vaste, hein. Peut-être pas aussi vaste qu'il n'y paraît au premier abord, mais dans lequel j'ai bien envie de m'étendre. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de directions dans lesquelles partir, et comme dans tout ce que je fais, j'ai envie de tromper le lecteur. Donc le problème c'est que si je te dis quelque chose maintenant, ça va certainement pas être vrai. Je suis pas encore déterminé. Si, mais je ne le sais pas.
Donc oui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans cet univers, d'autant plus que c'est un univers que bon là j'ai écrit Sous l'œil de Thorn, mais j'ai d'autres nouvelles que j'ai déjà écrites qui pourraient s'y rattacher, je n'en dis pas plus. Donc plus vers un recueil de nouvelles plutôt qu'un roman ou un roman Non, pour le coup, si on me laisse faire un roman, je fais un roman. Parce que c'est à toi de décider, hein. Tu peux t'auto-déterminer. Je suis libre. Oui, bien sûr. Je ferai un roman. Je ferai un roman, mais les points de vue et les faux semblants seront nombreux. Voilà. Donc, Ville Vortex, tu es déterminé à nous montrer tous les faux semblants qui nous entourent. Tout à fait, je suis déterminé, pas à vous les montrer, mais à accumuler d'autres faux semblants par-dessus qui vont vous embrouiller encore plus. Ah, tu veux faire de la culture? C'est ça. De l'hypocrisie. Très bien, bah merci Ville. Sous l'œil de Thorn, Sous l'œil de Thorn, bah, à vous de choisir votre nouvelle préférée pour le prix mi-saison 2017. Voilà, merci. Merci.